jusqu'où l'histoire se répétera-t-elle au Liban? Guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah, occupation du sud du pays, village rasé, plus de 2000 civils tués. Quel impact sur la société libanaise? Y a-t-il un risque de guerre civile? Avec nous autour de la table pour en parler, Karim Emile Bitar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de relations internationales, chercheur associé à l'IRIS. Vous avez co-dirigé le livre Liban, polycrise et menaces existentielles, c'est aux éditions L'Harmattan. Christophe Ayad, bonsoir et bienvenue, vous êtes journaliste, grand reporter au journal Le Monde, auteur Bonsoir. de Géopolitique du Hezbollah, c'est aux éditions PUF et en direct de Beyrouth. Zeina Antonios, bonsoir Zeina, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien francophone L'Orient le Jour. Karim Emile Bitar, nouvelle guerre donc entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Alors j'ai presque envie de vous dire, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule selon les camps. Est-ce que le problème pour le Liban, c'est le Hezbollah ou est-ce que c'est l'occupation israélienne du sud du Liban? Lequel des deux a engendré l'autre? 10% des Libanais vous diraient que le problème c'est exclusivement Israël, 10% des Libanais vous diraient que le problème c'est exclusivement le Hezbollah, mais l'écrasante majorité de la population a le sentiment qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Il faut d'abord reconnaître que la première invasion israélienne du Liban a eu lieu en 1978. C'était avant la révolution iranienne, c'était 4 ans avant la deuxième invasion israélienne qui va donner naissance au Hezbollah. Donc il y a quand même ce traumatisme de 1982, une invasion particulièrement brutale. On atteint Beyrouth, 1 million de déplacés, 18 000 morts. Et le Hezbollah est un peu l'enfant de la révolution iranienne et de l'invasion israélienne du Liban. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux dimensions, la dimension mouvement islamo-nationaliste libanais qui était en lutte contre une occupation étrangère jusqu'en 2000, ce n'est pas le cas après 2000, mais également la deuxième dimension, bras armés de la puissance iranienne. Un mouvement islamo-nationaliste, bras armés de l'Iran dans la région. Christophe Ayad, dans ce contexte, désarmer le Hezbollah, est-ce vraiment possible? Ça dépend ce qu'on entend par désarmer le Hezbollah. Est-ce que c'est lui retirer toutes ses armes? Non. Dans ce cas, ce n'était pas possible. Est-ce que ça veut dire limiter sa puissance de feu, éventuellement lui imposer des limitations de zone? Ça, c'est des accords qui ont déjà existé et qui peuvent un jour revenir s'il y a une véritable bonne volonté israélienne. Parce qu'on ne peut pas dire j'occupe votre pays et je réclame que vous désarmiez le Hezbollah et peut-être qu'à la fin, éventuellement, je me retirerai de votre pays, mais il semble que non, parce que je suis en train de détruire tous les villages qui existent dans une bande de 8 km. Ouais. Zeina Antonio, c'est intéressant parce que le problème, n'est-ce pas aussi que l'armée libanaise, elle est censée désarmer le Hezbollah, mais en même temps, elle est empêchée par Israël de se déployer jusqu'à la frontière entre les deux pays, jusqu'au sud de votre pays? Oui, effectivement, depuis qu'une zone tampon de 8 à 10 km a été mise en place, évidemment, personne ne peut rentrer ou sortir de cette zone tampon, y compris les habitants, mais aussi l'armée libanaise qui se trouve aujourd'hui face à un dilemme. Que faire, que ce soit par rapport au fait de désarmer le Hezbollah, comment faire face aux avancées israéliennes. L'armée libanaise, le commandant en chef de l'armée libanaise a maintes fois mis en garde contre le fait qu'il craignait une guerre civile ou que l'armée se divise si jamais il essayait de désarmer le Hezbollah par la force, ce qui lui a valu de nombreuses critiques parce que l'armée a été accusée, disons, à un moment de ne peut-être pas avoir fait son travail comme il fallait. Je rappelle que l'armée avait annoncé au début de l'année 2025 que la première phase du désarmement du Hezbollah dans la région du sud du Litanie avait été terminée. Et quelques semaines plus tard, commençait la guerre entre le Hezbollah et Israël. Et on a bien vu que le Hezbollah était bien présent au sud du Litanie. Donc, on se pose beaucoup de questions à cet égard. Une réaction, Karim Emile Bitar, à ce sujet? En effet, l'armée libanaise s'était engagée à mettre en œuvre la décision historique du gouvernement prise en août dernier. On pensait d'ailleurs, et cela a été corroboré par des analystes militaires israéliens, que le Hezbollah avait perdu 80% de ses capacités militaires, et on découvre depuis quelques semaines qu'il n'en est rien. Cela est en grande partie dû, je crois, au fait que le Hezbollah a été repris en main directement par les gardiens de la révolution iranienne. À distance, ou est-ce qu'il y a des hommes, certaines sources évoquent des Iraniens dans le sud du Liban pour épauler le Hezbollah? Tout à fait, on parle de plusieurs dizaines, certaines sources évoquent même plusieurs centaines. Cela ne m'étonnerait pas du tout. Certains ont été ciblés par Israël, ils habitaient dans une région touristique, dans un quartier sunnite.
Et il y a également le sentiment que les décisions importantes sont non seulement exécutées, mais également prises en Iran, alors qu'avant l'assassinat de Hassan Nasrallah, il avait quand même une marge d'autonomie. Il avait acquis, après l'assassinat de Qassem Soleimani, une sorte de rang dans cet axe de la résistance, comme ils aiment à se faire appeler, qui lui permettait d'influer un tant soit peu sur le cours des choses. Aujourd'hui, c'est directement des décisions iraniennes. Christophe Ayad, c'est la question de ce débat et je la pose ensuite à nos deux autres invités. Y a-t-il, oui ou non, un risque de guerre civile au Liban et d'ailleurs entre qui et pourquoi? Pas immédiat, mais à terme, oui. C'est-à-dire que si on demande à l'État libanais de désarmer le Hezbollah, donc de faire d'une certaine manière le travail que demande Israël, sans aucune contrepartie, sans aucun soutien international à l'armée libanaise et à l'État libanais, en termes de légitimité, mais aussi de soutien logistique, mais militaire. Qui va s'affronter comme à l'époque de la guerre civile, des milices chrétiennes, le Hezbollah, d'autres milices musulmanes? Façon, il y a un tel déséquilibre que c'est pour ça que je ne suis pas très, convaincu par le scénario d'une guerre civile. C'est que si demain le Hezbollah descend dans la rue avec ne serait-ce que des armes légères, il écrase littéralement toutes les autres forces par le nombre, par l'entraînement, par ses capacités militaires. C'est-à-dire que c'est une petite armée quand même, et même une pas si petite armée que ça. Ouais. Donc il n'y a pas de force aujourd'hui au Liban. Il n'y a pas d'autres groupes paramilitaires structurés de la sorte. Ce que vous pouvez avoir comme guerre civile, ce sont des affrontements à l'intérieur de l'armée libanaise. Qui est pluricommunautaire, chiites, sunnites, chrétiens, chrétiens, mais avec beaucoup d'hommes de troupes chiites. D'accord. C'est quand on est pauvre, finalement, l'armée, ça reste un endroit où on trouve un emploi, et donc qui sont déchirés entre... Ils ne sont pas tous favorables au Hezbollah, mais ils ne laisseront pas forcément faire un désarmement qu'ils jugeront déséquilibré, injuste et sans contrepartie. Zaina Antonios, à Beyrouth, à L'Orient le Jour, vous aviez fait une qui a beaucoup fait parler, qui avait marqué les esprits au lendemain des tirs du Hezbollah contre Israël. 2 jours après l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, vous aviez titré « Le Hezbollah suicide le Liban ». Alors je vous pose la question parce qu'on est en plein dedans. Y a-t-il un risque de guerre civile au Liban ? Alors déjà, la menace de la guerre civile, c'est une menace brandie par le Hezbollah et par ses porte-paroles, qui a toujours été brandie dernièrement à chaque fois que quelqu'un a osé dénoncer l'entrée en guerre avec une décision unilatérale du Hezbollah. Pour faire face à cette menace, le président Joseph Aoun a maintes fois aussi répété que lui ne pensait pas qu'il y aurait de risque de guerre civile. En gros, ce que le Hezbollah dit, c'est que si vous continuez les négociations directes avec Israël, si vous désarmez notre groupe, il y aura une guerre civile. Donc c'est un peu une prise en otage du Liban qui doit s'exécuter et répondre aux desiderata du parti chiite, justement pour éviter cette confrontation. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est complètement exclue, bien sûr, et comme le disait M. Ayad, le Hezbollah est sans doute aujourd'hui celui qui, si jamais il y a une guerre civile, c'est celui qui a le plus de force au niveau militaire. C'est le seul parti aujourd'hui à avoir des armes lourdes. Les autres partis, de leur propre aveu pour certains, disent qu'ils ont des armes légères, mais personne n'a la capacité de faire face militairement parlant au Hezbollah sur le terrain. Karim Emile Bitar, on parle de guerre civile, mais évidemment, c'est le cas extrême. Christophe Ayad, Zaina Antonios mettent bien entendu un bémol à ce spectre. Pour autant, est-ce qu'il y a des risques de fracture en étant nous-mêmes avec l'équipe de TV50 sur place? C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur le Hezbollah, même si les Libanais qui critiquent le Hezbollah disent ouvertement, mais désarmer le Hezbollah, ça veut dire quoi? C'est quasiment mission impossible. Est-ce qu'il y a des risques de fracture profonde de la société libanaise? La société libanaise est en effet extrêmement polarisée. Donc, pour répondre à cette question des risques de guerre civile, il y a 2 écueils à éviter. Le premier écueil a bien été pointé par Zaina, c'est de succomber au chantage du Hezbollah. Si vous prenez des mesures strictes pour restaurer la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, cela va nous conduire à une guerre civile.
Il y a un deuxième écueil à éviter, c'est de minimiser les tensions. Il y a une montée du radicalisme à laquelle nous assistons aujourd'hui. On la voit sur les réseaux sociaux, on la voit... Même chez les jeunes générations qui n'ont pas connu les précédentes peut-être même tensions. encore plus chez les nouvelles générations parce qu'elles n'ont pas subi le traumatisme de la première guerre civile. Il y a une stratégie israélienne qui semble être en partie une stratégie du chaos, de la fragmentation. Ça vaut aussi bien pour le Liban que pour la Syrie, de jouer sur les angoisses existentielles des minorités. Donc il y a certains radicaux dans toutes les communautés libanaises qui ne verraient pas d'un mauvais œil le retour aux années 80 des mini-cantons communautaires. Alors, messieurs, dames, j'aimerais vous montrer une image qui a fait beaucoup de mal à Israël. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a eu des mots très durs contre ce soldat en promettant des sanctions. Vous la voyez, cette image, un soldat israélien qui détruit à la masse une statue de Jésus-Christ. Est-ce qu'une telle image, un tel fait, peut être de nature, Christophe Ayad, à souder, en tout cas, à créer un sursaut nationaliste, en tout cas de cohésion nationale au Liban? De cohésion nationale, je ne pense pas qu'une image ou une photo répare... Là, on est dans le sud du Liban, dans le village dont je vais vous donner le nom. C'est fracturé. Mais disons que chez les chrétiens qui pourraient trouver que Israël, après tout, les débarrasse du Hezbollah, et tant mieux, en fait, ce genre d'image leur montre que l'armée israélienne est travaillée par des courants nationalistes religieux qui ont des objectifs anti-arabes, quels que soient les Arabes, anti-libanais, quels que soient les Libanais, et expansionnistes au sud Liban. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à la promesse d'un retrait. D'abord, il n'y a pas de promesse qui a été faite. Je voudrais revenir sur une chose, c'est quand le Hezbollah utilise le mot guerre civile, je pense qu'il a une idée très précise en tête et que les Libanais l'entendent comme ça, c'est coup d'État. C'est-à-dire, lorsqu'il dit il y a un risque de guerre civile, c'est en fait un risque de prise du pouvoir par les armes du Hezbollah, exactement comme il l'a fait d'une certaine manière en 2008, lorsqu'il a débarqué dans les quartiers de Beyrouth-Ouest, encerclé les bureaux du Premier ministre de l'époque, M. Hariri, et qui a dû se plier à l'époque déjà une sorte d'oukase du Hezbollah qui disait on ne touche pas. Bon, c'était l'aéroport. Qui par la suite avait été assassiné. Non, c'était pas Rafik, pas son père, mais son fils. Saad Hariri. Voilà, Saad Hariri avait été encerclé littéralement dans son immeuble. Et le Hezbollah avait pris le contrôle de Beyrouth-Ouest. Coup d'État, le mot est fort, une réaction? Il y a en tout cas des menaces qui ne sont plus voilées, qui sont adressées au président de la République et au Premier ministre. On les menace de subir le sort d'Anwar el-Sadat, qui avait été assassiné après avoir... Par rapport aux négociations qui reprennent demain à Washington. Oui, mais ces critiques contre le Premier ministre et le Président commencent à dater. Ça fait déjà 6 mois, 1 an que le Hezbollah fait entendre son mécontentement, alors qu'ils avaient quand même voté pour Joseph Aoun comme président de la République. Juste, Zeyna, Antonios, si on parle de guerre civile, de fracture, mais pourquoi est-ce que... Alors, on a quand même 1 million de réfugiés, alors c'est facile de demander pourquoi il n'y a pas de manifestation contre le Hezbollah, mais je vous pose quand même la question, puisque beaucoup critiquent le Hezbollah parfois, pourquoi on ne voit pas de mouvement pour dire, voilà, bon, demain, il s'agit quand même pour le Liban de prolonger la trêve d'1 mois, d'après les informations qu'on a ce soir, c'est pas non plus de sceller un accord historique entre Israël et le Liban, Zeyna. Oui, alors effectivement, bien sûr qu'il y a des voix dissidentes ou des voix qui s'élèvent de plus en plus contre le Hezbollah, surtout maintenant qu'on a plus d'1 million de déplacés. Bon, un certain nombre d'entre eux ont pu rentrer chez eux, mais beaucoup n'ont toujours pas pu rejoindre leur village, leur ville. Il y a des villages qui sont entièrement dévastés dans le Liban Sud. Il y a eu des témoignages aussi d'habitants du Liban Sud qui ont essayé de se rendre dans leur village après la trêve. Ils sont rentrés, mais ils ont trouvé que c'était complètement inhabitable, pas d'eau, pas d'électricité, vraiment des destructions massives. Et puis, vous avez ceux dont les villages sont dans la zone tampon. Évidemment, eux, impossible de rejoindre leur village. Et dans la zone tampon, il faut savoir aussi qu'il y a encore des gens qui y vivent. Dans 3 villages chrétiens, ils avaient refusé de sortir. Alors, avec l'extension de la trêve, évidemment, la trêve, elle a été accueillie avec soulagement, même si le Hezbollah a dit qu'il n'était pas complètement satisfait, qu'il a accusé les autorités libanaises d'avoir perdu du temps, que l'Iran aurait pu faire quelque chose et inclure le Liban dans le cessez-le-feu. Mais il faut dire que sans ce cessez-le-feu, le bain de sang aurait continué.
On l'a vu, on a eu le mercredi noir, voilà. Oui, les frappes israéliennes, elles étaient terribles, terribles, évidemment. Après, pourquoi les gens ne manifestent pas contre le Hezbollah? Je sais, peut-être c'était ça votre question. Parce que même au sein des partisans qui remettent aujourd'hui en cause le parti, c'est pas encore tout à fait, disons, les gens ne sont peut-être pas tout à fait prêts déjà à le faire, même s'ils remettent en cause le parti, mais il y a encore un attachement de la base partisane du Hezbollah au parti qui fait que beaucoup continuent de soutenir la résistance du Hezbollah voilà et qui voient est très Israël clair. aussi, voilà leur ennemi. Voilà qui est très clair. Il nous reste un peu moins, désolé, je vais être un peu dur, d'une minute. Un deuxième militaire français de la FINUL, la mission intérimaire de l'ONU, est mort après avoir succombé à ses blessures suite à l'embuscade attribuée au Hezbollah la semaine dernière. Quel rôle pour la France, en quelques mots, Karim Emile Bitar? Vous connaissez beaucoup la diplomatie française. Là aussi, ça rappelle énormément les années 1980 où des soldats français avaient été également pris pour cible lors de l'attentat du Drakkar. On a le sentiment que l'histoire bégaye et on a le sentiment que la France est de plus en plus marginalisée. Israël a demandé que la France soit exclue des négociations israélo-américaines avec le Liban, plutôt israélo-libanaise, mais à la demande des États-Unis. Donc, il n'y a pas de médiateur neutre, de honest broker dans cette affaire. C'est pour cela que le Liban se sent plus seul que jamais. Merci beaucoup, Karim Emile Bitar. Merci, Christophe Ayad. Et merci, Zaina Antonios, d'avoir été avec nous. On le rappelle donc, le Liban qui demanderait demain officiellement le prolongement de la trêve sur le papier pour un mois supplémentaire. Ce sera demain à Washington.